bienvenue au Palais des Découvertes. Je vais vous parler d'un liquide aujourd'hui. Vous connaissez des liquides? Oui, j'imagine que vous en connaissez plein. Oui, de l'eau. De l'eau, bien sûr. Quoi d'autre? Il n'y a Du pas sirop. que de l'eau. Du sirop, il y a des liquides qui se boivent et d'autres pas. Du pétrole? Voilà, par exemple. La pluie? De la pluie, c'est de l'eau. Très bien. Alors, moi, je présente un liquide assez particulier. Celui-là, vous n'en avez pas chez vous. Regardez, je vais ouvrir la bouteille et à cet instant, vous avez vu ce qui s'est échappé au niveau du bouchon? Est-ce que vous voyez? De la fumée. De la fumée. De la fumée. Et sur le bouchon, vous voyez ce dépôt blanc qui ressemble à quoi d'ailleurs? Du givre. Ouais. Du givre, exactement. Alors, le liquide à l'intérieur pour vous, est-ce qu'il est chaud ou froid? Froid. Froid. Plutôt froid. Froid, oui. Oui, ça c'est un indice. Ouais. On va le vérifier, hein, bien sûr. Et pour l'instant, je propose d'en verser un petit peu sur cette table, comme ceci. Vous avez vu? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fume et ça s'en va. Ça fume et ça s'en va. Mais je vous parlais d'un liquide. Est-ce que là, le liquide, vous le voyez par terre ou là sur la table? Et il Non. n'a pas mouillé. Non, exactement. Ouais. Alors déjà, ce n'est pas de l'eau. Ouais. D'autres commentaires? Il a disparu. Il a disparu. Il a disparu, autrement dit, j'avais un liquide et là, vous ne le voyez pas, donc il est devenu Gaz. gaz. Exactement. Alors, je recommence. Je vais arroser cette table avec ce fameux liquide pour retrouver ce brouillard givrant et toujours pas trace de ce fameux liquide. Mais alors, pour le voir, c'est un problème. Je parle d'un liquide et là, à température ambiante, on ne peut pas l'observer. Du coup, j'ai intérêt à utiliser ce récipient un peu particulier. On va voir en quoi il est adapté. Et je propose de le verser tranquillement dans ce fameux vase. Maintenant, vous le voyez, ce liquide? Oui. Un Un peu. liquide transparent. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il bout. Il Il bout fortement. Le vase, comme la table, était à température ambiante. Alors, température ambiante, aujourd'hui, ça veut dire 16 degrés. Ce n'est pas l'heure qui est affichée, hein, c'est la température. 16 degrés. Mais 16 degrés par rapport à ce liquide, c'est extrêmement chaud. Du coup, ça le fait bouillir très, très fortement. En tout cas, au départ, vous voyez, très forte ébullition. Et petit à petit, l'ébullition s'apaise. Alors, vous pourriez me poser la question, mais comment est-ce possible de le conserver dans ce récipient-là? Alors, si vous regardez de plus près, ici, est-ce que vous voyez la particularité? Il y a deux Double. parois. Ouais, double verre. Exactement. Ouais. Bon, là, il est un peu humide à l'intérieur, mais deux parois, deux vases emboîtés l'un dans l'autre. Mais ce qui est important, c'est entre les deux parois, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a du vide. Exactement. Au départ, il y avait de l'air, mais cet air, on l'a aspiré, on l'a retiré grâce à une pompe, d'où la petite pointe qui dépasse. Donc, vous n'avez plus rien, c'est effectivement le vide qui va jouer le rôle d'isolant thermique. C'est ça qui va limiter les échanges de chaleur. Si vous voulez, c'est le principe des bouteilles thermos. J'imagine que vous connaissez. Oui. Ça permet de conserver les boissons à une certaine température. Donc ça, c'est le principe de la bouteille thermos. Sauf qu'on va appeler ceci des vases Dewar. Dewar, du nom du scientifique britannique qui l'a conçu en fait. Alors, pour montrer à quel point c'est efficace, déjà, on a supposé que ce liquide était froid, d'accord? Mais froid, ça veut dire quelle température? Bah, on ne sait pas. On ne sait pas. Moins quelque chose Moi, peut-être. quelque chose. Bon, alors comment savoir que ce liquide est vraiment très 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 froid? Il faut prendre sa température. Prendre sa température. Et ça tombe bien. J'ai une sonde thermique. Voilà la sonde qui va nous permettre de mesurer la température. Pour l'instant, elle est placée dans la salle, à l'air libre. Donc on a vu température ambiante 16 degrés et quelques. Je propose de plonger la sonde dans ce fameux liquide pour savoir à quelle température il est précisément. Et vous voyez, une fois à l'intérieur, de 16 degrés, la température dégringole puisqu'on est déjà en dessous de 0 degré. Moins 15, moins 20, moins 30. Jusqu'où est-ce que ça va descendre?
Donc on va voir dans quelques instants quelle est la température précise de ce liquide. Mais pour avoir une idée, le congélateur chez vous, vous savez combien il fait à peu près? Moins 20 ou Exactement. quelque chose. En général, c'est entre moins 15 à moins 20 degrés. Mhm. Bon, là, on est sûr, hein. C'est plus froid que n'importe quel congélateur, puisqu'on est déjà à moins 100 degrés Celsius et quelques. Et sur Terre, si on reste sur Terre, vous connaissez des endroits où il fait très très froid? En Sibérie. Sibérie, Moins 30, moins 40. voilà, moins 30, moins 40 degrés Celsius. Les pôles, Mhm. en général, Arctique. Arctique, Antarctique. À la montagne, en hiver, c'est vrai, il fait assez facilement, on peut atteindre moins 30, moins 40, moins 50 degrés Celsius peut-être en Sibérie. Et au pôle sud, puisque c'est là qu'on a enregistré la plus basse température, moins 93 degrés Celsius. Moins 93 degrés, et là vous êtes, enfin pas vous, mais le liquide, il est à moins 193 degrés. Et ça semble se stabiliser à cette température-là. Moins 193 degrés. Donc vous voyez l'efficacité de ce récipient, de ce vase d'ivoire. Jusqu'à l'intérieur, on est à moins 193 degrés, et malgré tout, on peut le conserver. Et je peux toucher à la paroi externe sans ressentir grand-chose. Juste un tout petit peu de fraîcheur, et ce n'est pas désagréable. D'accord? Alors, ceci dit, il n'est pas fermé, hein, donc on ne va pas le conserver pendant une éternité. Hein. On peut le conserver quelques heures, mais c'est amplement suffisant. Alors, ce liquide à moins 193 degrés, en fait, dangereux ou pas? Vu la température. Oui. Oui, Ah oui. oui. Qu'est-ce qu'on risque sur le D'être toucher? D'être congelé. D'être congelé. Si quelques gouttes vous parvenaient, si vous étiez au contact de quelques gouttes seulement, vous n'allez pas Cryogénisé. être congelé tout de suite, pas être cryogénisé, mais peut-être que vous allez ressentir avec quelques gouttes, Des brûlures. exactement, sensation de brûlure. C'est douloureux, hein, déjà. Donc c'est pour ça que je vous demande de faire vraiment bien attention, de ne jamais toucher ce liquide, à moins 193 degrés. D'accord? Très dangereux. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Un liquide à moins 193 degrés, qu'est-ce que cela pourrait être? Vous en connaissez, vous, des liquides Non. à ces températures-là? Non. 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 Non, vous n'en avez jamais vu? Bah, l'oxygène liquide ou non L'oxygène liquide, effectivement, Je ça sais pas. existe. Ben, l'oxygène liquide, lui, on le mesure à moins 183 degrés Celsius. Bon, là, on a 10 degrés d'écart. On peut supposer que ce n'est pas de l'oxygène liquide. Moi, une fois, on m'a brûlé une verrue chez la dermatologue avec de l'azote liquide. Voilà. L'azote liquide, lui, moins 196 degrés Celsius. Moins 196, là, on est à moins 193. Qu'est-ce que vous en pensez? Erreur de la sonde? Ou est-ce que, finalement, ça pourrait être autre chose que de l'azote liquide? Bon, ça pourrait être autre chose. Peut-être. Comment le savoir? Alors, je propose quelques expériences, évidemment. Alors, peut-être l'azote liquide, je devrais dire diazote liquide, d'un point de vue scientifique, d'accord? Bon, la température est stabilisée, on va dire moins 193 degrés et quelques. Je retire la sonde. Bien sûr, la température va remonter gentiment, mais là, ça ne correspond plus à rien, donc inutile de regarder. Affichage. Alors, comment savoir si c'est du diazote liquide ou si c'est autre chose? Eh bien, première expérience, je propose d'enflammer ce morceau de bois. Ne serait-ce que ça, il s'agit d'une expérience chimique, d'une réaction chimique. Pour que ça brûle, en fait, j'ai besoin de réunir deux autres paramètres. Là, j'ai le combustible, j'ai choisi ce morceau de bois, mais que faudrait-il d'autre encore? De l'oxygène. Voilà. L'oxygène, le dioxygène, vous en avez là présentement dans l'air. Quel pourcentage d'ailleurs dans l'air Oh, de dioxygène? 30 30%. 30, 50, Je dirais 70. 70. Bon là c'est beaucoup. En fait on est autour de 20%. 20% de dioxygène dans l'air. Bon, j'ai le combustible, j'ai le dioxygène, le comburant, ça ne s'enflamme toujours pas. Ah, il faut une étincelle. Voilà, troisième paramètre important, une étincelle, l'énergie d'activation. Pour ça, j'ai ceci, un super briquet en quelque sorte. Et bien sûr, il faut les trois facteurs réunis. Le combustible, le comburant et l'énergie. Et à ce moment-là, mon morceau de bois est en train
de s'enflammer. La combustion a lieu. J'approche le vase. Là, ça brûle. Peut-être pas très très bien, mais ça continue en tout cas. Puisqu'on a toujours les 3 paramètres, notamment, vous avez le dioxygène dans l'air. Et si je plaçais cette baguette enflammée au-dessus du liquide, Ça s'éteint. immédiatement, ça s'éteint. Donc si ça s'éteint, ça signifie Il manque quelque chose. qu'il manque quelque chose et il manque ici, Oxygène. L'oxygène. en l'occurrence, le dioxygène. Donc pas de dioxygène, on avait évoqué le diazote, peut-être qu'on est bien en présence de diazote. Le diazote, lui, n'est pas un comburant, ça ne permet pas la combustion. Bon, je recommence. Peut-être que j'avais un peu de chance, ou de la malchance, je ne sais pas. Ça s'éteint. Ça s'éteint toujours, pas de dioxygène. Je pourrais peut-être mettre cette baguette enflammée dans le liquide même. Si c'est du diazote liquide, je ne prends pas de risque. Ça s'éteint au-dessus, pas de dioxygène, on va s'éteindre à l'intérieur. Si c'est du diazote liquide. Bon. Ça s'éteint. Et à l'intérieur, Ça reprend. ça reprend de plus en plus vivement. Vous voyez? Je recommence. Alors, puisque la combustion continue, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a peut-être de l'oxygène dedans. Bah, certainement. Vous voyez, juste une partie incandescente, l'énergie d'activation, j'ai toujours le combustible et à l'intérieur, je trouve De le l'oxygène. comburant, le dioxygène. Donc là, ce qui est sûr, c'est que forcément, dedans, il y a du dioxygène. Mais aussi autre chose qui a arrêté la combustion. D'accord? Donc, ce liquide à moins 93 degrés Celsius, c'est clair, ce n'est pas du diazote liquide. Mais c'est un mélange avec du diazote et, en tout cas, du dioxygène. Et donc ce mélange, on pourrait l'appeler peut-être plus simplement, parce qu'un mélange de diazote-dioxygène, vous connaissez? Bah oui. Oui. C'est-à-dire, C'est l'air. c'est l'air. L'air autour de nous qui contient du diazote et du dioxygène, mais l'air autour de nous est sous forme de Gazeuse. gaz. Et ici, ce que je vous présente là, c'est de l'air, mais de l'air sous forme Liquide. liquide. L'air liquide, ça existe. Et vous voyez, à pression atmosphérique, pour avoir de l'air liquide, il faut atteindre moins 193 degrés Celsius. Et ici, au Palais de la Découverte, on a la chance de pouvoir produire de l'air liquide, ce fameux air liquide. On a l'appareil pour liquéfier l'air. Et grâce à cet appareil, en fait, on peut descendre à moins 200 degrés Celsius, puis l'air dans la salle qui est aspiré dans la machine à moins 200 degrés ressort liquéfié. Donc ça, c'est de l'air liquide. Et pour obtenir 1 litre d'air liquide, il faut 750 litres d'air gazeux. 750 litres d'air gazeux pour récupérer 1 litre d'air liquide. Et bien ça signifie qu'avec cette bouteille en plastique, tout à fait ordinaire, il n'y a pas de double paroi séparée par le vide ici. Alors, je vais mettre un peu d'air liquide dans cette bouteille. Du coup, on sera à température De moins 193. dans la bouteille Non, ambiante. Ambiante. ambiante, comme lorsque j'en verse sur la table, vous voyez. Là, tout de suite, ça devient gazeux, d'accord? Parce que l'air liquide bout à moins 193 degrés, je répète, la table, elle, est à température ambiante 16 degrés. Donc l'écart est très, très, très important. Maintenant, dans la bouteille, passe à température ambiante. Si je pose la main, ça fait comme une petite ventouse, vous voyez, l'air s'échappe. Mais je vais en profiter pour récupérer cet air gazeux avec ce ballon, l'occasion de faire la fête. Et vous voyez, sans faire d'effort, petit à petit, il se met à gonfler. Tranquillement, mais sûrement. Donc j'ai mis un peu d'air liquide, l'air passe, est à gazeux, le gaz remplit le ballon. Et en même temps, vous pouvez observer sur la bouteille, d'une part, on retrouve ce brouillard blanc, givrant, et puis sur la partie basse, ici, ce dépôt blanc qu'on avait déjà observé sur le bouchon, c'est-à-dire Du givre. du givre. Maintenant, qui dit givre, qu'est-ce que c'est le givre? C'est de l'eau gelée Voilà, de l'eau sous forme solide. Et de l'eau, vous en avez Dans l'air. dans l'air. dans l'air, exactement. Donc la vapeur d'eau que vous ne voyez pas dans l'air ambiant, au contact de cette partie qui est très très froide, elle se condense, elle passe sous forme solide. D'où la formation de givre, et puis ici, ce brouillard givrant. Condensation de la vapeur d'eau de l'air ambiant. Le ballon, quant à lui,
continue de gonfler. Donc, je vous rappelle que l'état gazeux prend nettement plus de place que l'état liquide. Ici, 750 le rapport. Bon, il est suffisamment gonflé, je le retire. Pour dire les choses autrement, à la place du ballon, je pourrais peut-être mettre un bouchon là-dessus, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais attention, un bouchon en liège. On va se contenter de ça. Je remets un peu d'air liquide. Vous avez une idée? Est-ce que vous avez intérêt à vous cacher ou est-ce que ça ira? Non, On va se cacher. Alors prenez vos précautions. Alors, Et puis on va attendre. champagne. Voilà. Encore une fois. L'air passe état gazeux, le gaz prend 750 fois plus de place que l'état liquide, la pression augmente fortement, ce qui pousse le bouchon plus ou moins fortement. Alors attention parce qu'il peut y avoir des dégâts au niveau du plafond. Parfois vous avez, voyez, ces trous dans le faux plafond. Alors ça peut être extrêmement dangereux si à la place du bouchon en liège, j'avais vissé une vraie capsule, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait eu? La bouteille aurait explosé. La bouteille aurait explosé. Et ça, évidemment, c'est très 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 dangereux. Du coup, c'est la raison pour laquelle, dans ces bouteilles qui contiennent ici de l'air liquide, bien sûr, il y a une double paroi séparée par le vide. Ça, c'est primordial. Ceci dit, le vide, il n'est jamais parfait. Ça peut casser. Donc, pour éviter tout problème, on pose un bouchon très léger, comme ici. Et comme ça, en cas de surpression, le bouchon bouge, se soulève et le gaz peut s'échapper. On évite évidemment l'explosion. Vous pouvez voir là-bas, dans la vitrine, un bouchon, la coupe d'un récipient similaire, où vous avez donc la double paroi, avec des couches d'isolant supplémentaires, et puis un bouchon similaire, qui peut, là aussi, se soulever. Et toutes les bouteilles qui contiennent comme ça des liquides cryogéniques, comme l'air liquide, le diazote liquide ou autre, sont conçues de la même façon. D'accord? Bon, tout le monde est bien convaincu que ce liquide, à moins 93 degrés Celsius, c'est bien de l'air liquide, et non pas le diazote liquide. D'accord? Ok. Alors, je vais remettre de l'air liquide dans ce vase d'ivoire. On a dit que moins 93 degrés Celsius, ça présentait un danger, c'était très froid. On pouvait notamment ressentir des brûlures au contact. Avant d'y mettre un doigt ou une matière vivante, on va se contenter d'autres objets, d'autres matériaux comme ces petits morceaux de caoutchouc, tout à fait banal. Vous voyez, c'est pas macaroni, hein. Ça a la forme, mais vous voyez quand je tire dessus, c'est élastique, c'est souple, c'est du caoutchouc. Je vais essayer de le casser. Donc là, j'ai un super maillet. Taper de toutes mes forces, il ne se passe rien. Vous voyez, bon, il saute, mais il reste élastique. Je vais plonger dans l'air liquide, moins 193 degrés, nettement plus froid que votre congélateur. Du coup, comme à chaque fois, l'air liquide bout au contact du caoutchouc, qui est à température ambiante, et assez rapidement, comme c'est nettement plus froid que le congélateur, eh bien, vous pouvez constater que le caoutchouc a changé de propriété. Là, on dirait vraiment un macaroni cru. Hein. Oui. Toujours pas comestible, mais les propriétés ont changé. Et si j'essaie de le casser, je vais peut-être mettre des gants par précaution. On a dit que c'était assez dangereux, donc ne prenons pas de risques. Alors j'y vais. Oh là. Heureusement qu'il n'y avait personne devant. Donc là, vous voyez, le caoutchouc se brise en plusieurs morceaux. Alors je vais recommencer. Est-ce que vous pensez que ce morceau de caoutchouc reste ainsi, dur, ou est-ce qu'il va retrouver ses propriétés? Peut-être si on lui laisse le temps, il va redevenir comme avant. D'accord. Oui, c'est sûr. Par ailleurs, là j'ai pris des précautions, j'ai mis des gants, mais est-ce que je pourrais le toucher à main nue? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout Il est dépend. On pourrait faire ça? Il est trop froid. Ça dépend de sa Alors il sort de l'air température. liquide. Ceci dit, c'est du caoutchouc.
reste un bon isolant, ce n'est pas un métal. Allez, je prends le risque, on est là pour tenter les expériences. C'est vrai, Allez, c'est vrai. c'est la dernière. Et du coup, vous voyez, sans problème, je ressens une petite fraîcheur, mais sans douleur, évidemment. Et entre mes mains, petit à petit, le caoutchouc se réchauffe. Et à ce moment-là, il retrouve ses propriétés. D'accord? Donc finalement, tout se passe bien pour le morceau de caoutchouc. Effectivement, ses propriétés ne sont pas les mêmes en fonction de la température. Température ambiante, on sait bien que le caoutchouc est souple et élastique. À moins sur 93 degrés, les propriétés changent, il devient cassant. C'est l'état vitreux. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand je le réchauffe, il retrouve effectivement toutes ses propriétés. Alors maintenant, on peut peut-être essayer de mettre une matière vivante. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, essayons. Ouais, il faut toujours essayer. Oui, Est-ce que pour la matière vivante, ça va aussi bien se passer? Bon, faut faire le test, vous l'avez dit. Oui, on va faire le test. Alors, qu'est-ce que je pourrais sacrifier? Parce que là, je vois quelques volontaires. un doigt? Voilà. Mais à part vous, Non. à part les êtres humains, pas dans un premier temps. Hein. Bah, les rats du palais. Voilà. Dans la salle de Oh, bah, communication c'est pas animale, gentil. vous avez des rats, On est pas- araignées, fourmis. Oh non, Non? oh non. Pas les grenouilles non plus? Alors, laissons les animaux tranquilles et on va se contenter. Ça tombe bien, hein? J'ai Ah, quelques feuilles d'arbustes, si ça vous convient. Pas de fleurs, mais des feuilles, de vraies feuilles, ce qu'on appelle des feuilles de Cuba ici, et des feuilles de ce type, vous en avez vraiment partout, hein, dans tous les jardins, les feuilles ordinaires. Bon, ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'une vraie feuille, matière vivante. Et toutes les matières vivantes, eh bien, de quoi sont-elles constituées? En majorité, on ne va pas entrer dans le détail, mais de l'eau, D'eau. il y a de l'eau. de l'eau et des cellules. Des cellules. D'accord. Le corps humain, lui, contient environ 60% d'eau. Bon, la feuille, ici, contient des cellules et énormément d'eau. Du coup, on va la sacrifier dans l'air liquide. On a vu ce qui s'est passé avec le caoutchouc. Donc, voyons maintenant avec la feuille. En imaginant que cette feuille pourrait s'agir d'un doigt, de notre doigt en l'occurrence. Mais pour l'instant, mettons la feuille. Vous entendez? Ça craque. Ça craque. Bon, pas besoin de maillet. Oh là, Et là, ça pas de casse. problème. La feuille se casse en plusieurs morceaux. C'est fragilisé. Est-ce qu'elle est toujours vivante? Non, non. Qu'on la casse ou non, hein? Et pour qu'il n'y ait pas de souci, allez, j'en sacrifie une autre. Voilà, celle-ci. Pareil, vous entendez le même craquement. Et cette fois, je vais la poser délicatement sur la table pour qu'elle se réchauffe. Est-ce qu'elle est toujours vivante, celle-là? Non. Non? Bah, ça dépend si elle se réchauffe, non? C'est-à-dire que pour notre doigt, si on le mettait dedans, vous pensez qu'il va retrouver toutes ses propriétés, même en se réchauffant? Non, non. Voilà. Donc on va attendre, effectivement. Mais comme c'est une matière vivante, on a dit qu'elles étaient composées de cellules et d'eau. Alors je vais prendre de l'eau, tiens. L'eau du robinet, bien sûr, un tout petit peu d'eau. De l'eau à moins 193 degrés. Que va devenir l'eau? Un glaçon? C'est beaucoup plus froid que le congélateur. Alors chez vous, si vous voulez un glaçon, il faut attendre un petit peu. Hein. Oui, quelques heures. Oui, quelques heures. Et bien là, on retrouve ce magnifique brouillard givrant. Mais en moins d'une minute, est-ce que vous le voyez, le glaçon Oui, Oui. oui. qui commence à se former? Mm. Voilà. Donc l'été, c'est assez pratique. Je vais attendre encore un tout petit peu. Voilà. La glace, avec une forme tout à fait aléatoire. Hein. Voilà. Un glaçon. Un vrai glaçon. Donc ça, vous connaissez, c'est pas vraiment un mystère. Autrement dit, lorsque j'ai plongé la feuille dans l'air liquide, l'eau à l'intérieur dans les cellules a gelé, mais en gelant, c'est comme lorsque vous laissez des bouteilles pleines d'eau dans un congélateur. Lorsqu'on fait ça et qu'on oublie, la plupart du temps, la bouteille, qu'est-ce qu'elle devient? Elle explose. Et pourquoi est-ce que ça explose?
Ça prend plus de place, l'eau Oui, gelée. ouais, C'est ça. Pour l'eau, c'est un cas particulier, hein. Effectivement, la glace, elle prend beaucoup plus de place que l'eau sous forme liquide. Normalement, la solidification, lorsqu'on passe d'état liquide à état solide, la solidification devrait entraîner au contraire une diminution du volume. Puisque l'état solide, c'est un état qui est mieux rangé, mieux ordonné que l'état liquide. D'accord? Mais pas pour l'eau. Du coup, les cellules, elles ont éclaté à cause de cette transformation de l'eau liquide en glace. Vous ne le voyez pas encore, mais les parois des cellules, elles ont éclaté, la feuille, elle est morte. Et ça va entraîner une succession de réactions biochimiques qui font que dans quelques instants, d'ici la fin de l'exposé, vous verrez la feuille noircir comme celle-là. L'hiver, le processus est un peu plus long. D'accord? Donc là, à l'arrivée, il n'y a pas de doute, la feuille, elle est Morte. morte. D'accord? Ce n'est pas comme pour le caoutchouc. Donc, pour la matière vivante, il faut vraiment, vraiment faire attention. Vous imaginez, si j'avais mis mon doigt à l'intérieur, mon doigt, il aurait pu finir comme ça, Tout noir. tout noir. Et à ce moment-là, la seule chose à faire, C'est de le couper. c'est de le couper. Exactement, c'est l'amputation parce que sinon ça se propage, c'est la gangrène. Donc je répète, moins sur 93 degrés, c'est extrêmement dangereux, il y a des risques. Et on a parlé de brûlure, mais éventuellement ça va jusqu'à l'amputation. D'accord? Mais comme nous sommes au palais découverte, soyons fous, on va tenter l'expérience, mettre un doigt dans l'air liquide. Bon, le but est de garder le doigt intact. Finalement, la question revient à se demander comment tenter l'expérience. Avec des gants. Sans rien mettre. Parce que les gants, ici, ne vont pas protéger, sont des gants de jardinage. Ça protège juste des brûlures. Je ne vais rien mettre. Vous vous souvenez au début d'exposé? Depuis le début, je fais ça. Je verse de l'air liquide sur une surface à température ambiante. Et à ce moment-là, Ça disparaît. ça disparaît, ça s'évapore. D'accord? Ça passe état gazeux. La table, on l'a dit, est à température ambiante. Nos doigts, Sont à température ambiante. température ambiante. On Non. pourrait même dire température du corps, Ouais. même si c'est pas tout à fait ça. Mais disons que les doigts sont à 37 degrés. D'accord? Je vais peut-être remettre de l'air liquide parce que là, pour le plonger dedans, c'est un peu délicat. Ou peut-être changer de vase. Ça sera peut-être plus joli. Je remets de l'air liquide dans ce nouveau vase. Il était à température ambiante, donc à nouveau, vous voyez l'air liquide bouillir très très fortement. Un échange de chaleur entre la paroi interne et le liquide. Et petit à petit, l'ébullition se stabilise. On n'a pas dit comment il fallait faire l'expérience. Non, hein. On a juste dit que les doigts étaient à 37 degrés, mais ça ne suffit pas puisque la feuille, on a vu qu'elle brunit, là, légèrement, qu'elle est bien morte. Alors comment éviter ça avec le doigt? Parce que j'y tiens quand même à mes doigts. En allant très vite. Très vite. Très vite. Très vite, ça veut dire Ah oui, mais- combien de temps? bah, Moins d'une seconde. D'accord. Disons une bonne seconde. Hein. D'accord? Alors. Avant de le faire en vrai, on imagine. La théorie, c'est que les doigts sont autour de 37 degrés Celsius. Donc, du coup, quand je vais le mettre à l'intérieur, le doigt va faire bouillir l'air liquide. Il va se former une couche gazeuse autour qui devrait le protéger. Devrait. Mais on a dit qu'il fallait le faire très vite, parce que sinon, la feuille, enfin, le doigt pourrait finir comme cette feuille, et là, c'était l'amputation. Alors, très vite comme ceci. J'y vais? Oui. Et là, vous voyez, encore une fois, ne vous criez pas. tout va bien. Les doigts sont secs. Je peux bouger les doigts sans problème. Vous m'avez pas entendu crier? Non. Non, ça va, j'ai pas souffert non plus. Peut-être dans que- une heure. Parce que, Peut-être dans une heure, vous allez souffrir. peut-être, on va le vérifier. Mais pour l'instant, tout va bien, je ne ressens rien. Et même au contraire, à l'intérieur, c'est assez agréable, une sensation de fraîcheur en fait. Comme si je plongeais mon doigt dans un nuage. D'accord? Ceci dit,
1 seconde, ça suffit largement parce que entre la couche gazeuse, elle disparaît au fur et à mesure. Vous avez toujours un échange thermique entre le doigt et le liquide. Et si je l'avais laissé plus longtemps, évidemment, j'aurais ressenti comme des picotements, brûlures et puis bien sûr, amputation. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est un liquide à moins 73 degrés Celsius et qu'il y a quand même des dangers, même si je fais comme ceci rapidement et que tout va bien. Et d'ailleurs, ce phénomène qui a protégé mon doigt, c'est ce qu'on va appeler la caléfaction. Bon, c'est un phénomène que vous pouvez observer chez vous d'ailleurs, même si c'est un nom qu'on n'utilise jamais. Mais ce phénomène, vous pouvez l'observer lorsque vous renversez un tout petit peu d'eau sur une plaque électrique qui est très très, très chaude. Vous avez déjà vu ça? Oui. Oui, hein, ça arrive fréquemment. Et en général, vous entendez pshhh, exactement ce petit bruit. Merci pour le bruitage. Et puis, vous voyez ces gouttelettes d'eau qui se déplacent. D'accord? La même chose avec de l'air liquide. Je vais en jeter ici par terre devant vous. L'air liquide, en tout cas une partie, au contact du sol, très vite va passer à gazeux. Le reste mettra sous forme de gouttes. Et ces gouttes d'air liquide, elles vont se déplacer très rapidement sous la propulsion de cette couche gazeuse. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Donc là, je vais en jeter là devant. Et vous voyez ces gouttes d'air liquide qui vont vers vous. L'air liquide devient gazeux, mais le sol reste sec. Et donc, ce phénomène de caléfaction, vous l'avez systématiquement au début de chaque expérience avec le caoutchouc, la feuille, le doigt, etc. Ça va? Oui. Oui. Oui? Toujours? Oui. Ok. Alors, on continue? Oui. On continue. Donc, on sait que c'est de l'air liquide. Vous avez vu quelques propriétés sur quelques matériaux, caoutchouc, feuilles, doigts. Maintenant, je propose de revenir sur l'air. Je suis passée assez vite. On n'a pas précisément parlé de la composition de l'air. Non. Eh bien, est-ce que vous savez ce qu'on trouve dans l'air? On avait évoqué quelques composés, mais De l'oxygène. Voilà. Du On avait- diazote. le dioxygène, diazote, Et on De avait l'eau. dit de l'eau. de l'eau. D'accord, on va noter tout ça au tableau. Vous connaissez la formule chimique du dioxygène? O2. C'est O2. Ouais. Je ne vais pas l'écrire complètement, mais juste la formule, ce sera plus simple. Et puis, on a parlé de diazote, symbole de l'azote, quelques souvenirs? N. N, là c'est un peu particulier, donc diazote, N2. Et puis l'eau, H2O. H2O. H désignant l'hydrogène. Est-ce qu'il y a autre chose dans l'air? De l'ozone. De De l'ozone, tout petit peu. Ok. Il n'y a pas du truc à cause du réchauffement climatique, Des polluants. le CO2? Le CO2, tout à fait. Des polluants. Des polluants, on va parler de la composition de l'air sec et sans polluants. On va imaginer ça. Mais effectivement, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Puis vous avez cité l'essentiel. En tout cas, diazote, dioxygène. Alors je vais ajouter peut-être de l'argon, un gaz rare, CO2. Vous avez cité l'ozone, etc. C'est dans les pointillés. Vous connaissez les proportions de diazote et dioxygène? Oh non. Dioxygène, vous avez dit. Oui, je l'avais dit au c'est- début, effectivement. 20. 20%. Exactement, vous avez bien suivi. Précisément 21%. Du coup, diazote, 78%. Et argon, dioxyde de carbone, ça va représenter 1% en fait. D'accord? Donc ça, c'est la composition de l'air sec. Je mets l'eau à part parce que la quantité d'eau dans l'air est variable. Ok? Bon, alors quand on produit de l'air liquide, l'air de la salle contient ceci, diazote, dioxygène, etc. Cet air, comme je l'ai dit au début, passe dans la machine liquéfacteur d'air à moins de 100 degrés et ressort liquide. D'accord? Alors là, ce que je propose de faire maintenant, c'est de séparer les deux principaux constituants de l'air, diazote, dioxygène. Et pour cela, je vais avoir besoin de ce support lumineux, dont le seul but est d'éclairer l'expérience. Hein. Dessus, je vais poser ce bécher rempli d'eau, il n'y a que cela. Et dans un instant, je verserai un peu d'air liquide. Un tout petit peu d'air liquide sur cette grande quantité d'eau. D'accord? En faisant cela, je vais reprendre la baguette de bois que je vais enflammer. Vous vous souvenez à quoi elle nous a servi?
au début. Ah, Prouver la présence d'oxygène, de dioxygène. Voilà. Dans un premier temps, j'avais placé la baguette enflammée au-dessus du liquide. Et là, et c'était éteinte. voilà. Mais je suis passée assez vite. Ça s'est éteint. Je n'ai pas dit pourquoi, en fait. Non. Non. Et en fait, diazote et dioxygène, on va pouvoir les séparer parce qu'ils n'ont pas les mêmes températures d'ébullition. Pour le diazote liquide, on a dit que la température était autour de moins, vous vous souvenez? C'était pas 196? C'est ça. Nous, on avait la température d'air liquide affichée à moins 193 degrés. Et pour le diazote liquide, moins 196 degrés Celsius. Dioxygène liquide, je l'ai dit, mais rapidement, Moins 183. c'est ça, moins 183 degrés Celsius. Donc, vous voyez des températures bien différentes. Le composé le plus volatile, c'est celui qui a la température d'ébullition la plus basse. Ouais. Et la plus basse, ici, C'est l'eau? C'est le dioxygène. entre le diazote C'est et le le dioxygène, Diazote. diazote. Valeur négative, celle de diazote liquide est plus basse que celle du dioxygène. D'accord? C'est pour ça que dans un premier temps, lorsque j'ai placé la baguette enflammée au-dessus, ça s'est éteint. Parce qu'on était en présence de vapeur de diazote. C'est plus volatile. On va refaire la même chose avec la baguette enflammée. Voilà. Je prépare le test. Je vais donc éteindre les lumières. Et verser un peu d'air liquide sur cette grande quantité d'eau. Vous retrouvez ce brouillard blanc givrant, toujours la condensation de la vapeur d'eau de l'air ambiant. Ça évoque assez bien les effets spectaculaires dans les concerts, spectacles. Ouais. La baguette enflammée, bon, ça brûle toujours. Les trois paramètres sont réunis, combustible, comburant, énergie. Je la place au-dessus de l'air liquide. Donc là, pas de surprise, Ça ça s'éteint. On est en présence de diazote. Diazote étant plus volatile que le dioxygène. Je recommence. Pareil. Ça s'éteint. Diazote passe état gazeux. Mais alors, puisque diazote est en train de passer à état gazeux, ça veut dire que la composition de l'air liquide Change. est en train de changer. Donc le diazote part et l'air liquide est en train de s'enrichir en dioxygène liquide. Alors là, pour l'instant, dans le bécher, donc vous avez l'eau en bas. Au-dessus, l'air liquide. Et vous voyez qu'entre l'eau et l'air liquide, ça bouge un petit peu. Mm. Je recommence. Bon, toujours le diazote. Et voyons. Là, vous voyez la différence? La flamme est encore là. La flamme est toujours là, la combustion continue, donc on est en présence D'oxygène. d'oxygène. Je vais juste laisser cette partie incandescente. On va attendre un petit peu. Donc on disait que l'air liquide s'enrichissait en dioxygène liquide. Oh. Et vous voyez des gouttes qui commencent à se former. Sur le dessous. Voilà. Ah oui. Et en même temps ici, Il y a une vous flamme. voyez la combustion qui reprend avec ce petit bruit bien caractéristique du dioxygène gazeux. Ouais, je vois. Donc l'air liquide s'enrichit en dioxygène liquide, mais le dioxygène liquide est plus dense que l'eau. Alors comme c'est plus dense, normal, Ça coule au tombe. fond du bécher. Au contact de l'eau, ça repasse état gazeux, et cette fois c'est moins dense que l'eau et ça remonte. Voilà, donc c'était des gouttes de dioxygène qui sont descendues sous forme liquide et qui sont remontées progressivement sous forme gazeuse. Et là, toujours beaucoup de dioxygène gazeux au-dessus. Vous voyez, la flamme est très vive. Quand je chasse au brouillard, ici,
il reste l'eau qui a bien refroidi avec un peu de glace sur la paroi interne, un peu beaucoup même, et également un petit peu à la surface. Et souvent, la question qu'on pose, qui intrigue beaucoup les enfants, c'est si je place cette baguette enflammée dans l'eau. En fait, vous avez la réponse. Ça s'éteint. Dans l'eau, ça s'éteint. Mais si je fais les choses à moitié, la partie dans l'eau s'éteint, mais au-dessus, on est toujours en présence de dioxygène gazeux. Donc la combustion continue assez vivement. Donc là, pour qu'il n'y ait pas de risque, j'ai intérêt à tout mettre au fond de l'eau. Et enfin, la combustion s'arrête. D'accord ? Je vais rallumer. Voilà. Donc, cette expérience est intéressante pour deux raisons. Vous avez vu qu'avec la présence d'une petite étincelle, la combustion pouvait être fortement ravivée. Donc ça, c'est très dangereux. Du coup, on n'utilise jamais de l'air liquide. Les applications qui nécessitent des très basses températures se feront souvent avec le diazote liquide, moins 196 degrés Celsius. Donc là, pas de problème par rapport aux combustions. Et justement, pour récupérer le diazote, on peut procéder de cette façon. Parce que l'expérience ici vous montre le principe de distillation cryogénique, où on peut séparer le diazote du dioxygène suivant leur température d'ébullition. Donc là, dans un premier temps, on a récupéré le diazote suivi du dioxygène. Maintenant, il faudra un système un peu plus élaboré. D'accord ? Donc, on n'utilise jamais de l'air liquide. Et le diazote liquide, quelques applications, on avait évoqué... Les verrues. Voilà, on avait évoqué les verrues. Le dermatologue les brûle avec le diazote liquide. C'est assez douloureux, il me semble. Oh oui. Ouais. Ensuite, par rapport à la feuille, donc là, vous voyez bien qu'elle a changé de couleur, elle est bien morte. Eh bien, malgré ceci, il est possible de conserver certaines cellules à très basse température. Alors, quand je parle de cellules, je pense notamment aux embryons, je parle au sperme, je pense aux globules rouges, etc. Mais pas un corps humain. Ça, ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, on sait maîtriser la congélation de certaines cellules. C'est tout. Ensuite, le diazote liquide, ça peut servir pour surgeler des aliments, notamment. Ensuite, dans la construction, lorsqu'on veut creuser un tunnel, le tunnel du métro, par exemple, pour éviter que la terre s'effondre, on peut verser du diazote liquide qui permet de figer un peu la terre. D'accord ? Donc voilà quelques applications. Maintenant, sur les routes ou autour de vous, si vous avez déjà croisé des camions, des citernes avec l'inscription air liquide, il n'y a pas d'air liquide dedans, c'est juste le nom de la société. D'accord ? Mais jamais, jamais d'air liquide. Et c'est pour ça que nous, pour vous le montrer, on est obligé de fabriquer de l'air liquide sur place, ici, au Palais des Découvertes. D'autres applications, comme expérience complémentaire. Alors, en mécanique. En mécanique, on pourrait avoir besoin des basses températures pour ceci. Alors, cette fois, je dispose de deux pièces métalliques. Elles sont assez lourdes, hein, d'ailleurs. Donc là, vous voyez, le bloc est percé, un cylindre. Eh bien, si j'essaie d'enfoncer le cylindre dedans, petit souci. C'est pas une question de force, hein. C'est juste que les diamètres sont rigoureusement identiques. Alors, pour assembler parfaitement ces deux pièces, comment est-ce que je devrais faire ? En refroidir une Par exemple. Pour en Et bien rétrécir. sûr, on va plutôt refroidir contracter, celle-ci. D'accord ? Refroidir, dans quel but ? Rétrécir. Voilà. Là, l'idéal, ce serait que le cylindre se rétracte, que le volume diminue. D'accord ? Mais comme la pièce est assez grosse, pleine, la rétraction va prendre un certain temps. Donc, on va laisser de côté, environ 5 minutes. Je vais vous montrer une autre expérience en attendant. Donc là, c'est que l'air du Palais de la Découverte. Exactement. Ah ouais. L'air liquide produit par le Palais des Découvertes. On ne trouve nulle part ailleurs, normalement. Alors, pendant que le cylindre se rétracte, je propose un parallèle avec un ballon. Mais cette fois, un ballon déjà gonflé. Alors, on ne va pas s'intéresser au caoutchouc qui constitue le ballon, mais à ce qu'il y a dedans. De l'air gazeux. Donc là, le but est de refroidir ce ballon gonflé avec de l'air liquide. Une idée de ce qui va pouvoir se passer ? Parce que le ballon, je ne peux pas le mettre dedans. Je vais arroser
je vais verser l'air liquide dessus. Il va éclater? Il va éclater peut-être. Alors cette fois, j'ai intérêt à remettre des gants. Ou il va rétrécir, non? Le cylindre, on l'a Là. plongé dans l'air liquide dans le but de le rétracter. Ouais. Tout à fait. Alors voyons, ici, avec ce ballon. Est-ce qu'il va éclater ou est-ce qu'il va rétrécir? Et vous voyez que petit à petit, il ressemble Ah, à rien. une vieille pomme toute ridée. Hein. Mais quand je laisse tranquille, Ah oui. Il revient. Waouh. il se réchauffe. Et là, le ballon retrouve son volume initial. Donc effectivement, sous l'effet des basses températures, les composantes de l'air sont fortement rapprochées, ce qui se traduit par une nette diminution du volume. Mais lorsque ça se réchauffe, ils reprennent tout le volume donné initialement. D'accord ? Et ce qui se passe ici pour l'air, on espère que ça se produise pour l'acier. D'accord ? Donc là, le métal est en train de se rétracter. Alors, je n'ai pas vraiment mesuré le temps. Est-ce que ça fait 5 minutes? Le point de repère, c'est quand l'ébullition commence à se stabiliser. On va peut-être faire un premier essai. Attendre un peu. Je vais quand même verser un tout petit peu. Voilà. Bon, je pense que ça devrait être bon. On y va. Et là, j'ai intérêt à bien porter les gants. C'est du métal. Et vous voyez, C'est rentré. sans trop forcer, le cylindre s'est rétracté. Il est entré dans le bloc. Mais maintenant, Ah, Comment le sortir? parce que là, en théorie, il va. ça se dilate. Et c'est déjà trop tard. Vous voyez? Donc là, il est bien assemblé. Comment faire pour retirer? Bah, faut refroidir l'ensemble. Mais si on refroidit, Ah oui, C'est l'autre. c'est l'ensemble qui va Ouais. se rétracter. Pareil, si on chauffe, c'est l'ensemble qui risque de se dilater. Les deux pièces sont réalisées dans le même matériau. Donc dans les deux cas, ça agit dans le même sens. Heureusement que ce n'est pas aussi simple de séparer, parce que cette technique, c'est ce qu'on appelle le crayon emmanchement, frettage à froid, ça porte différents noms. Et c'est entre autres utilisé pour fixer les trains d'atterrissage des avions, enfin certaines pièces. Et vous voyez, vous êtes rassurés, c'est fiable, c'est efficace. C'est mieux qu'une soudure classique. Hein. Ici, il n'y a pas de partie fragilisée, ça tient d'un seul bloc, en fait. D'accord? Ça va? Alors vous allez vous poser la question, mais nous au palais, comment est-ce qu'on fait? Bah oui, comment vous faites? Oui, parce que sinon on aurait une belle collection de ce genre, et ça nous reviendrait quand même très très cher. Et la solution, bah, c'est parce que nous on triche un petit peu. Ah, Alors voilà, et d'ici quelques instants, quand ça va se réchauffer, je n'aurai plus qu'à dévisser ici, et les deux parties vont s'écarter. Ah. Voilà. Voilà comment on procède. Remarquez sur la tige métallique, comme les métaux cette fois sont de bons couteurs thermiques, la vapeur d'eau de l'air ambiant qui se condense. Et là, il faut faire vraiment attention et ne pas poser ses mains sur cette partie-là. D'accord? Voilà, donc voilà une autre application. Et enfin, une dernière expérience que j'ai oublié de vous faire, mais qui est assez intéressante. Et je finirai sur ce point-là. Je vais prendre cette fois encore un métal. C'est du laiton. C'est une boule en laiton. Je vais la refroidir également. Alors rassurez-vous, là, cette fois ce sera rapide puisque la boule elle est creuse et elle est percée pour la refroidir plus rapidement. Une fois qu'elle sera à la bonne température, je la mettrai dans la flamme. Je vais rallumer le brûleur. Quelques secondes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui devrait se passer? Une boule refroidie dans l'air liquide, autour de moins 93 degrés Celsius, plongée dans cette flamme.
Vous Aucune idée. imaginez la suite? Un choc, Un choc thermique? je sais pas. Peut-être. Peut-être, C'est vrai. parce que c'est brutal. Ah oui. J'ai peut-être intérêt à faire attention de reculer un petit peu. Et vous voyez sur la boule Le gi- l'information C'est du givre. du givre. Exactement. Alors là, c'est possible dans la flamme parce qu'en fait, ici, j'ai une cartouche de gaz, du butane. Le butane, réaction chimique, réagit avec le dioxygène de l'air. Cette réaction-là produit et la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. D'accord? Comme la boule était à très basse température, bon, le temps que ça remonte à 0 degré, ça prend un certain temps. Donc la vapeur d'eau, mais aussi le dioxyde de carbone, sont passés à état solide. Et je rappelle que la neige carbonique, dioxyde de carbone solide, se forme à moins 78 degrés Celsius. D'accord? Maintenant, si je prolonge le chauffage, la température de la boule continue d'augmenter. On va dépasser 0 degrés Celsius. Et là, bien sûr, Ça fond. la glace, elle fond. Est-ce que le CO2 fond aussi? Et le CO2 passe à état gazeux, en fait. Il se sublime, en fait, directement. D'accord? Voilà. Ça va? Oui? Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. La machine qui fait l'air liquide, alors elle fait quoi en fait? En fait, dans la machine, vous avez une partie qui est le condenseur. Dans le condenseur, c'est là que ce liquide est filaire. Mais c'est possible parce que vous avez de l'hélium gazeux qui circule dans la machine. Et c'est l'hélium qu'on va d'abord comprimer, puis on réalise une détente, on la relâche. Et lorsqu'on fait une compression-détente de ce gaz, de l'hélium, on arrive à refroidir. Donc on fait une succession de compression-détente pour atteindre progressivement moins 200 degrés Celsius en fait. Donc ça prend un certain temps. Et combien de temps? Quand on démarre la machine, il faut attendre 15 à 20 minutes pour avoir les premières gouttes Ah, d'air goutte. liquide. Et le débit de la machine de, on va dire, 6 litres par heure. Ici, on a des bouteilles de 5 litres. Autrement dit, pour la remplir directement à la sortie du liquéfacteur, il faudrait compter environ 45-50 minutes. Voilà. Et donc l'hélium qu'on met dans la machine, il faut l'acheter ou quoi? Comment? Alors, en fait, l'hélium circule en circuit fermé. Ah, Donc, d'accord. de temps en temps, on en remet, mais c'est une bouteille d'hélium sous pression, en fait. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'énormément d'hélium. Et puis, la matière première, elle est autour de nous. Voilà. Ça va? Merci. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment au Palais Découverte. Oui. Que les expériences de l'air liquide vous ont plu. Oui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et bonne journée et à bientôt.